Dans les salons éclatants de cristal, il incarne la réussite parfaite. Pourtant, à l'instant précis où la gouvernante relève la tête, le milliardaire se retrouve face à un miroir du passé. Son ex-femme et un fils qu'il n'a jamais reconnu. Mais avant de continuer cette histoire émouvante... Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. Le manoir, silencieux et imposant, ouvrait ses portes comme une cathédrale du temps. Les invités s'étaient déjà dispersés, laissant derrière eux des traces de rires, de verres vides et de compliments mécaniques. Dans le grand hall, les lustres semblaient encore palpiter, témoins muets d'une gloire affichée. Lui, l'héritier devenu milliardaire, avançait avec la démarche d'un homme sûr de son triomphe. Les photographes avaient capté son sourire, les journaux parleraient de son retour. Tout semblait scellé. L'héritage n'était plus un poids, mais une couronne. Pourtant, à peine avait-il franchi l'arche de marbre que l'air se chargea d'un parfum ancien, mélange de cire, de bois et d'ombre. Ses pas résonnaient trop fort, comme si les murs, saturés de mémoire, voulaient lui rappeler qu'ici, chaque victoire avait son prix. Les portraits d'ancêtres l'observaient, sévères, dans une galerie où la grandeur n'effaçait jamais la solitude. Chaque tableau semblait murmurer « Tu n'es qu'un maillon, pas le maître ». C'est alors que le temps suspendit son cours. Elle apparut, pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence tangible, droite, digne, vêtue de simplicité, la gouvernante du manoir. Ses yeux, autrefois emplis de tendresse, portaient maintenant une clarté implacable, faite de douleur et de courage. Ce regard le transperça. Il y retrouva l'écho des promesses oubliées, de l'amour qu'il avait laissé s'éteindre. Son souffle se bloqua, comme si tout l'air du hall s'était évaporé. À ses côtés, un enfant se tenait immobile. Pas un invité, pas un domestique, mais un héritage vivant de chair et de silence. Ses traits avaient une évidence troublante. Le même front, la même ligne des lèvres, cette fierté discrète qu'aucun maître d'école ne pouvait enseigner. L'enfant observait l'homme avec curiosité, presque avec défi, sans comprendre encore que ce moment bouleversait deux vies. Il voulut parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa voix resta enfermée. L'écho des réceptions mondaines se dissolvait. Il n'y avait plus de journalistes, plus d'actionnaires, plus d'empire. Seulement une femme qu'il n'avait jamais oubliée et un fils qu'il n'avait jamais reconnu. Et puis, comme une épée fine, la voix de la gouvernante fendit le silence. Elle prononça son prénom, celui qu'elle n'avait pas osé dire depuis tant d'années. Un frisson le parcourut, glacé et brûlant à la fois. Le triomphe du milliardaire venait de se fissurer, et sous les dorures, il sentait déjà la vérité prête à éclater. Chaque matin, sa vie commençait comme un mécanisme parfaitement huilé. Dans la chambre d'hôtel luxueuse où il résidait souvent, le rideau s'ouvrait automatiquement à l'heure exacte décidée par son assistant. La lumière entrait sans demander permission, découpant les contours d'un homme qui ne se surprenait plus de rien. Le milliardaire vivait au rythme des chiffres et des ordres. Transporté de jets privés en limousine noire, d'hôtels 5 étoiles en salle de conseil, comme si le monde entier n'était qu'un prolongement de son empire. Pourtant, derrière la précision clinique de ce quotidien, s'étendait un désert intérieur. Ces repas, dressés avec soin par des chefs invisibles, avaient le goût fade de la solitude. Ces réunions, saturées de voix flatteuses, se terminaient toujours dans le silence glacé de suites trop vastes pour un seul homme. Ce vide, il avait appris à le masquer. Dans la presse, son image brillait. Sourire calculé, costume sur mesure, gestes mesurés. Aux yeux du monde, il incarnait la réussite française dans sa forme la plus éclatante. Mais chaque soir, quand la porte se refermait, il retrouvait la compagnie de son propre écho. Aucun rire d'enfant, aucun pas familier, seulement le bruit feutré de son portable vibrait avec de nouveaux chiffres, de nouvelles acquisitions, de nouveaux contrats. La fortune ne laissait pas de place au reste. Le retour au manoir familial, après l'héritage officiel, devait être une victoire. Ce manoir n'était pas une simple bâtisse, c'était une forteresse de pierre claire, entourée de jardins taillés comme des labyrinthes, où chaque recoin racontait une histoire d'ascension et de pouvoir. Les murs, hauts et épais,
semblaient respirer encore la rigueur des générations passées. Les couloirs sentaient la cire et l'humidité ancienne, parfums mêlés qui évoquaient à la fois la grandeur et l'oubli. Pour lui, enfant d'un père autoritaire et d'une mère effacée, cet endroit représentait une mémoire lourde, ou presque insupportable. Quand il franchit de nouveau ses portes, tout lui parut figé dans le temps. Les portraits sévères des ancêtres, fixant les visiteurs avec défiance, les tapisseries sombres absorbant la lumière, la bibliothèque silencieuse où dormaient encore des volumes jamais ouverts. C'était un décor théâtral, splendide et oppressant. Le milliardaire avançait entre ses murs comme un conquérant revenu sur ses terres, mais sous ses pas un frisson le rappelait sans cesse à la vérité. Ici, il n'était pas maître, mais héritier d'une lignée exigeante, d'un nom qui portait autant de gloire que de chaîne. Les domestiques, anciens pour la plupart, l'accueillaient avec une révérence mesurée. Pourtant, dans leurs yeux, passait un éclat que les mots ne disaient pas, une curiosité discrète, presque une méfiance. Leurs murmures se propageaient dans les couloirs étroits, comme des courants d'air invisibles. On chuchotait son retour, on évoquait ses absences prolongées, on murmurait sur ses choix. Rien de frontal, jamais. Seulement ce voile de silence épais, pesant, qui rendait chaque sourire suspect. Au milieu de cette routine rétablie, la vie se déroulait comme dans une pièce parfaitement réglée. Le milliardaire recevait des dossiers, signait des contrats, donnait des ordres. Ses journées dans le manoir se remplissaient de paperasses et de repas formels, pris seul devant la longue table de chêne, éclairée par un chandelier trop grand pour une seule assiette. Les soirs, il traversait les salons déserts, ses pas résonnant dans l'écho. Il s'arrêtait parfois devant une fenêtre, observant le jardin sous la lune, se surprenant à ressentir une mélancolie qu'il ne voulait pas nommer. Dans les recoins, pourtant, la maison bruissait d'une vie qu'il n'avait pas prévue. Les pas d'enfants résonnaient parfois au loin, vite étouffés. Des rires discrets s'échappaient d'une aile secondaire qu'il n'avait pas encore visitée. Les domestiques semblaient détourner le regard quand il s'en étonnait. Tout cela éveillait en lui une impression étrange, celle que son manoir ne lui appartenait pas tout à fait, comme si d'autres existences y avaient déjà tracé leurs racines. Peu à peu, un détail le troubla davantage. La gouvernante, installée depuis des années dans l'aile des serviteurs. On lui avait dit qu'elle veillait sur la maison comme sur un trésor. Mais pourquoi n'avait-il jamais su qu'elle vivait là en permanence? Pourquoi son nom, pourtant simple, résonnait-il en lui comme une cloche lointaine? Le milliardaire, d'ordinaire maître du moindre détail, sentait s'insinuer en lui une faille. Son monde ordonné, réglé à la minute près, venait de rencontrer une zone d'ombre qu'il n'avait jamais prévue. Et une nuit, alors qu'il traversait les couloirs pour rejoindre son bureau, il s'arrêta net. Une lumière discrète filtrait sous une porte de l'aile des serviteurs. Il y perçut des voix étouffées, un murmure tendre qu'il ne comprit pas tout de suite. Ce qu'il découvrit alors fit vaciller son assurance. La gouvernante vivait là depuis toujours, avec une présence qu'il n'avait pas encore affrontée. Le 3e jour après son installation, il se risqua dans la galerie des portraits, ce long couloir où le temps semblait s'être pétrifié dans l'huile et le vernis. Les visages de ses ancêtres s'alignaient, rigides, figés dans une éternité de grandeur forcée. L'air sentait la poussière ancienne et le bois ciré, un parfum qui rappelait les hivers d'enfance passés à fuir l'autorité d'un père inflexible. Ses pas résonnaient sur le parquet sombre, et chaque craquement sonnait comme une réprimande. Mais soudain, son regard s'arrêta sur un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, un portrait légèrement fissuré. Une lézarde traversait le visage peint d'un ancêtre solennel, comme une cicatrice imprévue sur un masque de pierre. Ce détail, insignifiant pour d'autres, s'imposa à lui comme un avertissement. La fissure semblait vivante, presque vibrante, comme si le manoir lui-même voulait lui souffler que rien n'était éternel. Il resta immobile devant cette peinture, le cœur battant un peu trop fort pour un simple hasard. Une impression bizarre le saisit, et si cette maison n'était pas seulement un refuge de gloire, mais le théâtre d'une vérité enfouie, prête à éclater. Alors qu'il se détournait, un bruit discret interrompit ses pensées. Le couloir qu'il croyait désert n'était pas silencieux. Du fond, une silhouette d'enfant se dessina, fragile et décidée.
L'enfant avançait avec la prudence de ceux qui savent qu'il ne devrait pas être là. Il ne portait pas l'uniforme des domestiques ni l'allure des visiteurs. Ses yeux grands et clairs accrochèrent ceux du milliardaire. Et dans ce regard se refléta quelque chose d'inexplicable. Un écho, un défi silencieux, une ressemblance trop forte pour être ignorée. Le milliardaire sentit ses muscles se tendre. Cet enfant, inconnu et pourtant étrangement familier, ne baissait pas les yeux. Il soutenait son regard avec une intensité qui dérangeait. C'était comme se voir dans un miroir rétréci, un reflet brouillé par les années. Sa gorge se serra, et pendant un instant, il se demanda s'il rêvait. Mais le frisson qui parcourut son dos lui rappela que la scène était bien réelle. La gouvernante apparut alors, surgissant d'une porte latérale. Elle s'approcha d'un pas calme, comme si de rien n'était. Sa main se posa sur l'épaule de l'enfant avec un geste naturel, protecteur. Elle dit une phrase banale, anodine, à propos du dîner qui allait bientôt être servi. Mais dans son ton, dans la fermeté tranquille de ses mots, résonnait une accusation muette. Comme si chaque syllabe contenait un reproche, un rappel des années perdues. Il resta figé, incapable de trouver une réponse. Les mots simples de la femme, prononcés avec cette voix douce mais ferme, éveillèrent en lui des souvenirs douloureux, une promesse faite et jamais tenue, une séparation acceptée sans combat, une fuite qu'il avait justifiée par ambition. Tout cela revint d'un seul coup, avec le poids d'une vérité qu'il avait longtemps voulu ignorer. Le silence retomba dans le couloir, mais il n'était plus paisible. Il était chargé, lourd d'un destin qui se dessinait déjà dans l'ombre. Le milliardaire détourna enfin le regard, cherchant refuge dans les murs épais, comme si la pierre pouvait l'absoudre. Mais ce qu'il entendit ensuite fit éclater la fragile digue de son contrôle. L'enfant, serré contre la gouvernante, prononça un mot. Pas maman, passe-moi madame. Un mot plus solennel, plus distant. Monsieur. Cette voix tremblante, fragile et ferme à la fois, résonna dans le couloir comme un glas discret. Il sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas une appellation d'enfant ordinaire. C'était un appel, presque une interrogation. Ce simple mot contenait déjà une frontière invisible entre eux deux, celle d'un lien qu'il n'avait pas voulu reconnaître, mais qui venait de se révéler avec l'innocence la plus implacable. Et tandis que les pas de la gouvernante s'éloignaient, entraînant l'enfant avec elle, le milliardaire resta seul face au portrait fissuré. La lézarde semblait s'être élargie, comme si la toile elle-même confirmait l'inévitable. Dans l'écho de ce monsieur, il comprit que le destin ne se laisserait plus repousser. Le dîner fut organisé dans la grande salle du manoir, celle dont la table pouvait accueillir 30 convives, mais qui, ce soir-là, ne comptait qu'un seul invité d'honneur, lui. L'air était saturé du parfum des bougies, mêlé à l'odeur des plats soigneusement préparés, mais aucun de ces arômes ne parvenait à masquer le poids invisible qui s'était abattu sur la pièce. Le milliardaire s'assit à l'extrémité de la table, devant une vaisselle d'argent polie et des verres de cristal qui reflétaient la lumière avec une perfection presque insolente. Pourtant, au-delà de ces objets brillants, ses yeux cherchaient autre chose, une silhouette qu'il n'avait pas encore affrontée vraiment. Elle entra sans précipitation, portant un plateau avec une grâce tranquille, la gouvernante. Ses gestes, simples et mesurés, semblaient chargés d'une dignité que le temps n'avait pas effacée. Elle servit le repas comme si elle ne voyait en lui qu'un maître parmi d'autres, mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les siens, restèrent accrochés. Ce fut une seconde de silence suspendu, un face-à-face qui fit jaillir tout ce qu'ils avaient tenté d'enterrer. La colère muette de l'abandon, la douleur d'un amour brisé, et derrière tout cela une lueur fragile, presque étouffée, d'un souvenir plus doux. Il voulut prononcer son nom, mais aucun son ne sortit. Elle, au contraire, ne détourna pas le regard. Il y avait dans ses pupilles une force sereine, une accusation sans cri. Chaque geste qu'elle faisait, déposer une assiette, ajuster une serviette, portait la marque d'une dignité farouche. Elle ne cherchait ni excuse, ni explication. Elle se tenait là, dans le rôle imposé par la vie, mais sans jamais plier l'échine. L'enfant, assis un peu plus loin, observait la scène. Ses yeux passaient de l'homme à la femme, intrigués, presque inquiets.
Il ne comprenait pas toutes les nuances, mais il percevait que quelque chose d'important se jouait dans ce silence épais. Il remuait doucement sa cuillère, sans manger vraiment, comme s'il attendait une révélation. Son regard, vif et attentif, était une blessure à lui seul. Chaque fois que le milliardaire le croisait, il voyait ses propres traits reflétés dans ce visage juvénile. Les minutes s'étiraient. Le repas avait à peine commencé qu'il lui paraissait interminable. Chaque bouchée avait le goût de la cendre. Chaque gorgée de vin était lourde comme du plomb. Il entendait le tic-tac lointain d'une horloge, rappel cruel que le temps avançait, implacable, et que le silence n'offrait aucune échappatoire. Dans son esprit, des souvenirs surgissaient sans qu'il puisse les repousser. Des promesses échangées dans une chambre étroite. Un éclat de rire partagé au détour d'une ruelle, la douceur d'un baiser qui avait semblé éternel. Tout cela gisait entre eux, invisible, mais présent à chaque respiration. À un moment, il crut lire sur son visage une émotion fugitive. Pas de tendresse, pas encore, mais une fissure dans le masque de dignité, comme si, malgré tout, elle aussi se souvenait. Mais aussitôt, elle se redressa, reprit sa contenance. Elle servit un plat, ajusta un couvert et le regarda droit dans les yeux. Aucun mot ne fut échangé. Pourtant, ce silence était plus parlant que n'importe quelle dispute. Puis, alors qu'elle se penchait pour ramasser un couteau tombé au sol, elle se redressa légèrement, assez près pour que ses lèvres effleurent son oreille. Sa voix, à peine audible, glissa dans l'air comme une lame froide. « Tu n'as pas changé, sauf qu'il te ressemble. » Ce murmure le transperça. Ses doigts se crispèrent sur la table, son souffle se coupa. Les mots résonnaient en lui comme une sentence irrévocable. Il n'osa pas répondre. Autour d'eux, la pièce semblait s'être figée. Même les flammes des bougies paraissaient vaciller sous le poids de cette vérité. Il détourna le regard vers l'enfant. Celui-ci, ignorant encore la portée des mots, continua à manger en silence. Mais un sourire léger passa sur son visage, comme s'il avait pressenti qu'un secret venait d'être effleuré. Pour le milliardaire, c'était une certitude. Il n'était plus seulement face à une gouvernante, ni même à une ex-femme qu'il avait laissée derrière lui. Il était face à un passé qui refusait de s'effacer et à un fils qui, sans le savoir, venait de réclamer sa place. La soirée s'acheva dans une tension brûlante. Les assiettes furent débarrassées, les couverts rangés, mais le silence restait. Quand il se leva enfin, ses jambes semblaient plus lourdes que jamais. Il comprit que ce dîner n'avait pas été une simple formalité. C'était une confrontation, un rappel, une blessure rouverte. Et tandis qu'elle s'éloignait, digne et silencieuse, il sut qu'il ne pourrait plus fuir. La vérité venait de s'inviter à sa table, et elle ne repartirait plus. Il se réveilla avant l'aube, dans la chambre principale du manoir, vaste et glacée. Les rideaux lourds filtraient à peine la lumière grise du matin, et le silence régnait, seulement brisé par le souffle régulier du vent contre les vitres anciennes. Le milliardaire resta allongé longtemps, incapable de trouver le repos. La scène de la veille tournait en boucle dans son esprit. Ce dîner tendu, ce regard qu'elle n'avait pas détourné, cette phrase murmurée qui résonnait encore dans ses oreilles comme une condamnation. « Tu n'as pas changé, sauf qu'il te ressemble. » Il se sentait prisonnier de ces mots, comme enfermé dans une cage invisible que ni sa fortune ni son pouvoir ne pouvaient briser. Il se leva finalement, enfila une chemise et marcha pieds nus sur le parquet glacé. Chaque pas résonnait dans le silence du manoir, comme une confession muette. Son reflet dans le miroir lui sembla étranger, un visage marqué par l'habitude du contrôle, mais fissuré par une émotion qu'il n'osait pas nommer. Derrière l'image polie du milliardaire triomphant, il percevait l'homme qu'il avait été autrefois, un jeune amoureux prêt à tout, puis un lâche qui avait tourné le dos à la femme qu'il aimait. Les souvenirs de leur séparation surgirent sans prévenir. Il revoyait la scène avec une précision douloureuse. Des mots durs échangés, des promesses envolées, son départ précipité, justifié par l'ambition et par la peur du scandale. Il s'était convaincu que c'était nécessaire, qu'il devait choisir son avenir plutôt que son cœur. Pourtant, au fond, il savait qu'il avait fui. Et cette fuite avait un prix qu'il payait aujourd'hui. Dans le regard d'un enfant qui ne le reconnaissait pas, il se dirigea vers la bibliothèque et s'installa dans un fauteuil,
incapable de se concentrer sur les dossiers qu'on avait laissés pour lui. Ses pensées s'échappaient vers l'enfant. Ce garçon, avec ses yeux clairs et son front familier, représentait un vertige qu'il n'était pas prêt à affronter. Était-ce vraiment son fils? Chaque geste, chaque expression semblait confirmer l'évidence. Mais accepter cette vérité, c'était reconnaître sa lâcheté passée, admettre des années de silence et d'absence. Il songea à ce que dirait le monde extérieur s'il découvrait l'existence de cet enfant. Ses associés, toujours à l'affût d'une faiblesse, crieraient au scandale. Ils attendaient un héritier officiel, un nom inscrit dans les registres, pas ce fils né dans l'ombre et ignoré pendant des années. La presse, avide de récits croustillants, transformerait son histoire en une tragédie médiatisée. Et lui, habitué à maîtriser chaque détail de son image, se retrouvait face à une vérité incontrôlable. Mais au-delà de la peur du scandale, il y avait quelque chose de plus profond, une fissure intime. Tout son empire, bâti sur le contrôle et l'autorité, vacillait devant un simple regard d'enfant. Dans ce regard, il retrouvait une pureté qu'aucune richesse ne pouvait acheter, une force désarmante qui lui rappelait tout ce qu'il avait sacrifié. Il comprit que sa logique de pouvoir, ses calculs et ses victoires n'avaient aucune prise sur cette réalité. Le cœur, réveillé brutalement, exigeait d'être entendu. La journée s'écoula dans cette lutte intérieure. Chaque fois qu'il croisait la gouvernante dans les couloirs, un poids s'alourdissait sur sa poitrine. Elle restait digne, accomplissant ses tâches sans un mot de plus, mais son silence était une arme implacable. Dans ce mutisme, il lisait 1000 reproches, 1000 blessures. Elle n'avait pas besoin de crier sa douleur, elle l'imposait par sa simple présence. Et lui, pourtant habitué à dominer les foules, se sentait réduit au silence devant elle. Le soir venu, il ne supporta plus cette tension. Il sortit dans les jardins, marchant parmi les haies sculptées qui semblaient former des murs plus solides encore que ceux du manoir. L'air frais mordait sa peau, mais il continuait à avancer, cherchant une échappatoire. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, parsemé d'étoiles, et se demanda depuis combien de temps il n'avait pas simplement regardé les constellations. Une sensation de solitude immense l'envahit, plus grande que toutes les salles vides de ses hôtels ou les vols interminables de ses avions privés. Là, au milieu du jardin, il se fit une promesse. Il ne pouvait plus fuir. Trop de silence, trop de non-dits pesaient sur lui. Cet enfant, ce garçon aux traits familiers, représentait peut-être son dernier espoir d'héritage véritable. Il devait savoir, devait comprendre, devait entendre la vérité, même si elle le brisait. Quand il rentra dans le manoir, les couloirs étaient plongés dans l'obscurité. Seul le balancement régulier d'une lampe éclairait sa route. Et dans ce silence épais, il murmura pour lui-même, comme un serment secret. Il jurerait de connaître la vérité sur cet enfant. Quoi qu'il en coûte, le lendemain, il la trouva dans la cuisine du manoir, un lieu qu'il avait rarement fréquenté, tant il laissait les repas et les tâches domestiques aux mains invisibles des employés. L'odeur du café chaud se mêlait à celle du pain grillé, créant une atmosphère simple, presque étrangère à son quotidien réglé de luxe et de calcul. Elle était là, debout près de la fenêtre, ses mains occupées à plier un linge, ses gestes calmes et précis. La lumière du matin dessinait sur son visage des ombres fines qui accentuaient la force tranquille de ses traits. Il resta un instant à la regarder sans rien dire, frappé par cette image. Elle n'avait rien perdu de sa dignité. Même dans ce rôle réduit au silence, elle rayonnait d'une assurance née, non pas de la fortune, mais de la souffrance assumée et de la patience. Quand elle leva les yeux et croisa les siens, il sentit un frisson courir dans son dos. C'était ce même regard qu'il avait connu autrefois. Un regard qui savait tout lire, tout deviner, et qui n'avait pas besoin de mots pour accuser. « Dis-moi la vérité », finit-il par dire d'une voix basse, rauque, comme si chaque syllabe pesait une tonne. « Est-il mon fils ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Un silence s'installa, ponctué seulement par le tic-tac d'une horloge murale et le bruit lointain des pas d'un domestique. Elle posa lentement le linge, essuya ses mains sur son tablier et le fixa sans ciller. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes faciles. C'était une lumière dure, forgée par les années. « Tu oses demander » murmura-t-elle enfin.
Après toutes ces années, après ton absence, tes choix, tes silences, il baissa la tête, honteux, incapable de soutenir plus longtemps ce reproche. Elle poursuivit, sa voix ferme mais vibrante d'émotions contenues. Oui, c'est ton fils. Mais tu crois qu'il suffit de l'admettre aujourd'hui pour effacer tout ce que nous avons vécu? Tu crois que ton argent, ton nom, peuvent réparer les nuits d'angoisse, les humiliations, le poids de l'isolement? Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu les regards, tu n'as pas entendu les murmures. Moi, je les ai portés, seul. Ces mots tombaient comme des pierres dans son cœur. Il se souvenait soudain des lettres qu'il n'avait jamais ouvertes, des messages ignorés, des rencontres évitées. Il avait justifié son silence par la peur du scandale, par la pression de son père, par les exigences de son empire naissant. Mais en cet instant, toutes ces excuses sonnaient creuses. Elles n'étaient que des masques pour dissimuler sa lâcheté. Il osa lever les yeux vers elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne pas m'avoir forcé à savoir ?» Elle éclata d'un rire amer sans joie. « Forcé? Tu ne voulais rien entendre. J'avais déjà choisi ton chemin, ton trône, ta couronne vide. J'ai écrit, j'ai supplié, mais tes portes restaient closes. Et puis, il y avait ton père. Tu le sais aussi bien que moi. Ses menaces, son mépris, son obsession pour l'image de la famille. Il a tout fait pour que je disparaisse, pour que tu crois que je n'étais qu'une ombre du passé. » Ces paroles frappèrent en lui une corde sensible. Il revit la silhouette austère de son père, ses discours autoritaires, sa main de fer sur chaque décision. Oui, il l'avait laissé orchestrer sa vie. Oui, il avait sacrifié son amour pour un héritage qu'il croyait vital. Et aujourd'hui, ce choix le rattrapait. Elle se tourna vers la fenêtre, reprit son souffle, puis ajouta d'une voix plus douce mais tout aussi ferme, « La vérité n'est pas dans tes papiers, ni dans tes contrats. Elle est dans son regard, dans son rire, dans la manière dont il s'accroche à mes mains quand il a peur. Elle est dans son sang, pas dans l'encre de tes signatures. » Il sentit sa gorge se nouer. Elle venait de réduire à néant tout ce en quoi il avait cru, le pouvoir des documents, des sceaux, des héritages écrits. Rien de cela n'avait de valeur face à la réalité incarnée dans cet enfant, son fils. Leur fils, un silence lourd suivi, seulement interrompu par le battement de son cœur. Trop fort, trop douloureux. Il aurait voulu s'approcher d'elle, poser sa main sur la sienne, demander pardon. Mais il n'en avait pas le courage. Il se contenta de rester là, figé, conscient que la vérité venait de tomber sur lui, comme un couperet. Elle reprit le linge qu'elle avait laissé sur la table, comme si la conversation était terminée. Mais avant de sortir, elle se tourna vers lui une dernière fois. Ses mots claquèrent dans l'air, nets, irrévocables. « Tu voulais savoir? Maintenant, tu sais, mais ce que tu en feras, c'est ton fardeau, pas le nôtre. » Puis elle quitta la pièce, laissant derrière elle le parfum discret du café et la brûlure de cette vérité nue. Le soir même, le manoir ouvrit ses portes pour une réception mondaine. Les lustres illuminaient la salle de leur éclat doré. Les conversations s'entremêlaient comme une musique artificielle, et les verres de champagne circulaient de main en main. On célébrait officiellement le retour de l'héritier, le triomphe d'un homme dont le nom brillait dans la presse. Les invités, élégants et bruyants, parlaient de marché, de fondation, de voyage. Mais derrière les sourires, on sentait déjà les murmures, ces chuchotements venimeux qui cherchent toujours une proie. Au milieu de cette mise en scène, elle apparut, la gouvernante. Sa robe simple tranchait avec les toilettes luxueuses des dames présentes. Elle n'était pas censée traverser le salon ce soir-là, encore moins se mêler à ces conversations saturées de vanité. Mais son rôle l'y obligea. Apporter un plateau, servir un verre, ramasser une serviette tombée. Son passage fut remarqué aussitôt. Des regards se croisèrent, des sourcils se haussèrent. Une domestique ici, dans ce cercle sélect? Les chuchotements redoublèrent, plus acérés, et bientôt, certains mots se firent entendre, déplacés. Dit une voix féminine, à peine couverte par un rire fin. Comment peut-elle rester au manoir, alors que... Ajouta un homme sans finir sa phrase. Un autre, plus cru, la désigna d'un geste discret. Elle ne devrait pas être là, pas devant nous. Chaque syllabe tombait comme une gifle dans l'air saturé de musique. Elle, droite, continua son service sans un mot, le visage impassible. Mais dans ses yeux brillait une douleur muette, celle de devoir encaisser encore une fois l'humiliation silencieuse.
Le milliardaire, de son côté, observait la scène depuis un coin de la salle. Ses mains se crispèrent autour de son verre. Il aurait voulu intervenir, briser ce cercle venimeux, mais il resta figé, prisonnier de son rôle, incapable d'un geste. Ce fut alors que l'enfant, jusque-là assis discrètement à une table, se leva. Sa petite silhouette traversa le salon sous les regards étonnés. Il s'approcha de sa mère, serra sa main dans la sienne et d'une voix claire qui résonna malgré le brouhaha, lança « Ne parlez pas comme ça d'elle. Elle vaut mieux que tous vos costumes et vos sourires. » Un silence brutal tomba sur la salle. Les conversations se turent, les verres restèrent suspendus. Les invités échangèrent des regards scandalisés. Certains baissèrent les yeux, d'autres étouffèrent un rire nerveux. L'enfant, lui, ne tremblait pas. Sa voix avait fendu la bulle dorée de l'hypocrisie, révélant une vérité que personne n'osait dire. La gouvernante tenta de l'attirer contre elle, de l'éloigner, mais c'était trop tard. Le geste avait été posé, la parole lancée. Et dans les yeux du milliardaire, un mélange de fierté, de honte et de terreur se superposa. Le monde qu'il avait construit venait d'être ébranlé par la voix pure et fragile d'un enfant qui n'acceptait plus l'injustice. Le silence pesant qui suivit. L'intervention de l'enfant ne dura qu'un instant. Très vite, les murmures reprirent, plus sournois, plus cruels encore. Des sourires ironiques se dessinèrent sur certains visages. Des têtes se secouèrent avec dédain. Un homme, costume impeccable et regard dur, se pencha vers son voisin et dit d'une voix qu'il croyait discrète « Voilà bien l'insolence d'un gamin mal élevé ». Un éclat de rire secoua un petit groupe d'invités, et d'autres reprirent le même ton, comme pour étouffer la gêne qui planait encore. L'enfant, debout au milieu de la salle, sentait le poids de ses regards. Ses doigts se crispèrent sur la main de sa mère, mais il ne baissa pas les yeux. Ses lèvres tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'un mélange de colère et de détermination. La gouvernante l'attira doucement contre elle, chuchotant quelques mots pour le rassurer. Mais ce geste protecteur, loin de calmer l'assemblée, attisa davantage les commentaires. Une femme au collier éclatant lança, assez fort pour être entendue, « Voilà bien la preuve qu'elle se croit à sa place ici. Elle ne devrait pas confondre service et famille. » Chaque mot résonnait comme une flèche empoisonnée. L'enfant, blessé mais fier, voulut répondre encore, mais sa voix se perdit dans le brouhaha. Les adultes, engoncés dans leur certitude, l'écrasaient de leur mépris collectif. On riait doucement, on échangeait des regards complices, comme si un enfant n'avait pas le droit de défendre sa mère. Et lui, le milliardaire, observait toujours, paralysé. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, sa mâchoire se contractait. Tout en lui criait d'intervenir, de briser ce cercle de venin. Mais ses jambes restaient clouées au sol. Son rôle, son image, cette façade qu'il avait érigée durant des années, l'emprisonnait comme une armure trop lourde. Il se haïssait de son propre silence, de cette lâcheté qui devenait insupportable. L'enfant finit par détourner la tête, les yeux humides. Il comprit qu'il n'aurait pas gain de cause ici, parmi ces adultes qui ne voyaient en lui qu'un intrus. Sa main serra encore plus fort celle de sa mère, puis il recula d'un pas, puis d'un autre. Le bruit des conversations reprit, étouffant sa présence comme si rien ne s'était passé, et soudain il s'élança. Sans prévenir, il quitta la main de sa mère et courut vers les couloirs sombres du manoir. Sa silhouette disparut dans l'ombre, avalée par les portes hautes et les tapisseries silencieuses. Un murmure traversa la salle, mélange de surprise et de soulagement malsain. La gouvernante voulut le suivre, mais elle fut retenue par une invitée qui l'interrogeait avec un sourire faux. Et le milliardaire, le cœur serré, regarda l'enfant disparaître sans avoir bougé un seul doigt. La nuit qui suivit fut longue et tourmentée. Le milliardaire resta allongé dans le grand lit, au drap de lin froid, les yeux fixés sur le plafond sculpté qu'il connaissait à peine. Aucun sommeil ne vint apaiser son esprit. Les rires moqueurs de la réception, le courage blessé de l'enfant, le visage digne de la gouvernante tournaient en boucle dans sa mémoire. Plus il fermait les yeux, plus les images revenaient, obsédantes, comme des ombres projetées contre les murs épais du manoir. Il finit par se lever, incapable de supporter le silence trop lourd de la chambre. Ses pas le menèrent dans les couloirs plongés dans l'obscurité, seulement éclairés par la pâle lueur des veilleuses.
Le parquet craquait sous ses pieds, rappelant à chaque instant le poids de son héritage et de ses fautes. Dans ce labyrinthe familier et hostile, il se sentait étranger, comme un intrus dans sa propre maison. Il s'assit dans un fauteuil de cuir de la bibliothèque, mais au lieu de prendre un livre, il resta immobile, les mains jointes, le regard perdu. L'enfant, ses yeux le hantaient. C'était comme regarder son propre reflet, mais plus pur, plus fragile, encore indemne des compromis et des lâchetés. Chaque éclat de ce regard réveillait en lui une douleur sourde, celle de l'héritier qu'il aurait dû aimer et protéger depuis le premier jour. Ses pensées se bousculaient. Devait-il le reconnaître? L'intégrer dans un monde où chaque geste était scruté, jugé, condamné? Ou bien devait-il protéger son empire, son nom, au prix d'un nouveau silence? Sa logique d'homme d'affaires criait qu'il devait préserver l'équilibre, éviter le scandale. Mais son cœur, réveillé comme une plaie, refusait cette solution. Pour la première fois depuis des années, il doutait de tout, de son pouvoir, de ses victoires, de ses choix passés. Le tic-tac régulier d'une horloge lointaine rythmait ses hésitations. Chaque battement semblait dire « trop tard ». Pourtant, il sentait qu'il n'était pas encore entièrement perdu. Il leva la tête, balaya la pièce du regard et ses yeux s'arrêtèrent sur un détail inattendu. Une photo ancienne, posée à demi cachée derrière des volumes de droit et de finance. Intrigué, il se leva, la prit entre ses doigts. Le verre était poussiéreux, le cadre un peu usé, comme oublié là depuis longtemps. Dans la photo, il se reconnut plus jeune, insouciant, souriant. À ses côtés, elle, son ex-femme. Et dans ses bras, elle portait un ventre arrondi, une promesse de vie qu'il n'avait pas voulu voir. Ses doigts tremblèrent, son souffle se coupa. La preuve de son aveuglement reposait là, contre sa paume. Il resta longtemps debout, incapable de reposer le cadre. Une douleur sourde lui nouait la poitrine. Dans la photo, il n'était pas encore milliardaire. Il n'était qu'un homme amoureux, inconscient du gouffre qui l'attendait. Et soudain, il comprit que le vrai scandale n'était pas celui que craignaient ses associés ou les journaux. C'était celui de son propre abandon. Il serra la photo contre lui, comme si elle pouvait encore lui rendre ce qu'il avait perdu. Les contours de son passé, gravés dans ce cliché jauni, lui apparurent avec une cruauté implacable. Ce sourire qu'il affichait alors, insouciant, contrastait avec l'homme qu'il était devenu, figé dans ses responsabilités, enfermé dans un empire bâti au prix de ses sentiments. Le ventre arrondi de la femme à ses côtés, promesse d'une vie qu'il avait refusé de voir, lui rappela la lâcheté de son choix. Il avait cru qu'en tournant le dos, il effacerait ce chapitre. Mais la vérité revenait, plus forte que toutes les forteresses qu'il avait construites. Assis à son bureau, il contempla longtemps le cadre posé devant lui. La lampe projetait une lumière dorée qui accentuait chaque détail. Ses traits jeunes, son regard amoureux, l'éclat de bonheur dans les yeux de celle qu'il avait abandonnée. Les souvenirs revinrent par vagues. Il se revit lui-même, jeune héritier fougueux, promettant monts et merveilles, jurant fidélité. Puis, brutalement, l'écho d'une décision prise dans l'ombre, sacrifier l'amour pour préserver l'image, céder aux pressions d'un père autoritaire. Le milliardaire passa une main sur son visage. Ses doigts tremblaient. Était-il encore temps de réparer? Ou n'était-ce qu'un jeu cruel du destin, une punition trop tardive? Plus il y pensait, plus son empire lui apparaissait comme une prison dorée. Chaque contrat, chaque victoire, chaque acquisition n'était qu'une pierre de plus à ce mur qui l'avait séparé des siens. Sa richesse avait construit un mausolée autour de son cœur. Il entendit soudain le vent frapper contre les vitres comme un rappel brutal du monde extérieur. Sa respiration s'accéléra. Il ne pouvait pas continuer à fuir. La photo dans ses mains n'était pas seulement un souvenir. C'était une preuve, une accusation muette. Elle lui criait qu'il devait affronter la vérité, même si elle le détruisait. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il prit une décision qui ne concernait ni un chiffre ni un contrat. Il décida de se confronter à son père, même mort, même réduit à des archives et des lettres jaunies. Il devait fouiller dans cette histoire, retrouver les mots, les menaces, les manipulations qui avaient dicté son choix. Car au fond de lui, une conviction s'imposait. Il ne pourrait jamais avancer tant qu'il n'aurait pas affronté l'ombre paternelle.
Il reposa le cadre avec lenteur, comme on replace une relique. Ses yeux brûlaient, mais il ne pleura pas. Il se leva, déterminé, et sortit de la pièce. Le manoir semblait l'observer, ses murs chargés d'histoire frémissant autour de lui. Et, dans ce silence lourd, il comprit que la véritable bataille commençait, non pas contre ses associés ou ses invités, mais contre ses propres fantômes. Il passa la matinée suivante enfermé dans la bibliothèque du manoir, déterminé à trouver des réponses. Les rayonnages semblaient se refermer sur lui, lourds de volumes poussiéreux et de registres familiaux. Chaque tiroir, chaque coffret, chaque reliure dissimulait une part de l'histoire qu'on lui avait volontairement cachée. Le silence n'était brisé que par le froissement des pages, qu'il tournait avec des gestes fébriles. L'odeur du cuir ancien et du papier jauni emplissait l'air, rappelant que ces archives n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps. Au début, il ne trouva que des documents habituels, des contrats, des inventaires, des actes notariés. Mais plus il fouillait, plus il découvrait des traces étranges, des lettres incomplètes, des correspondances interrompues. Puis, au fond d'un tiroir dissimulé, il mit la main sur une boîte de bois sombre, fermée par une serrure fragile qu'il força sans hésiter. À l'intérieur, un paquet de lettres soigneusement pliées, certaines scellées, d'autres à demi déchirées. Son cœur s'accéléra. Il les lut une à une, les mains tremblantes. C'étaient des lettres d'elle, son ancienne compagne. Des mots simples, écrits avec une encre parfois effacée, racontant la solitude, la peur, l'espérance trahie. Elle lui parlait de son amour, de l'enfant qui grandissait en elle, de son désir qu'il partage au moins une part de ce fardeau. Mais aucune de ces lettres n'avait jamais atteint ses mains. Sur plusieurs enveloppes, il reconnut l'écriture sèche et autoritaire de son père, non remise. Comme une sentence glacée, un poids lui écrasa la poitrine. Il comprit alors que ce silence n'était pas seulement le sien. On avait orchestré son ignorance. Son père avait choisi pour lui, avait sacrifié son amour et son fils au nom de la respectabilité familiale. Dans une autre enveloppe, il trouva une correspondance encore plus implacable. Une lettre adressée à un notaire, exigeant que la femme soit éloignée, installée dans un poste subalterne, et que jamais son nom ne soit lié publiquement à la famille. Ses doigts se crispèrent, sa vue se troubla. Tout s'éclairait d'un coup. Ce n'était pas seulement sa lâcheté, mais aussi la main de fer paternelle qui avait brisé son destin. Pourtant, cette révélation ne l'absout pas, car au fond, il savait qu'il avait accepté trop facilement. Il aurait pu chercher, il aurait pu se battre. Mais il s'était réfugié derrière l'autorité, préférant l'ascension au risque de l'amour. Un bruit discret le fit sursauter. Derrière la porte entr'ouverte, il crut percevoir un pas léger. Peut-être un domestique, peut-être l'enfant. Il imagina son fils découvrant ses lettres, ces preuves d'une injustice qu'il n'avait pas su combattre. Cette pensée le terrifia. Il reposa les papiers dans la boîte, mais le mal était fait. La vérité venait de jaillir des pages jaunies. Désormais, il ne pouvait plus prétendre à l'ignorance. Tout le personnel, il le devinait, avait probablement su depuis toujours. Tous, sauf lui. Et cette prise de conscience l'acheva. Il n'était pas le maître de ce manoir. Il en était le dernier à connaître sa propre histoire. Il la retrouva plus tard dans la cour arrière, là où les pierres usées du manoir gardaient la chaleur du soleil de l'après-midi. Elle était assise sur un banc de bois, l'enfant à ses côtés, occupé à dessiner maladroitement sur un carnet froissé. Le milliardaire resta un instant à distance, observant cette scène simple, presque paisible, qui contrastait cruellement avec le tumulte en lui. Le rire discret de l'enfant, le geste tendre de la mère, la lumière douce sur leur visage, tout cela formait un tableau qu'il aurait dû connaître depuis longtemps. Il finit par s'avancer, le cœur lourd. Elle leva les yeux vers lui sans surprise, comme si elle avait deviné qu'il viendrait. Ses traits demeuraient calmes, mais dans la profondeur de son regard, une fermeté brûlante vibrait. « J'ai trouvé les lettres, dit-il d'une voix basse. Celles que mon père t'a volées, celles qu'il a gardées pour m'empêcher de savoir. » Un silence. L'enfant, curieux, leva brièvement les yeux vers eux avant de replonger dans son dessin. Elle, sans détourner son regard, répondit simplement « Alors, tu sais enfin ?» Il hocha la tête, incapable de formuler plus. Ses doigts tremblaient, ses lèvres cherchaient les mots. « Il est
Vraiment, mon fils. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Sa voix fut claire, posée, implacable. Oui, ton fils. Mais tu as attendu toutes ces années pour poser la question. Crois-tu que cela change la douleur? Crois-tu que sa vie, son enfance, peuvent être réécrites parce que tu portes enfin le courage de l'admettre? Chaque mot était un coup, précis et mesuré. Il sentit sa gorge se serrer, mais il ne protesta pas, car elle avait raison. Le temps perdu ne se rachète pas. L'enfant, intrigué par la gravité des voix, s'approcha timidement. Ses yeux, si semblables aux siens, se plantèrent dans les siens. Il fronça les sourcils comme s'il cherchait une vérité dans ce visage d'adulte. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, il demanda « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Le milliardaire sentit son souffle se briser. La question, si simple, portait tout le poids des années manquées. Il voulut répondre, inventer une excuse, accuser son père, les circonstances, les pressions. Mais aucun mot ne sortit, car la vérité nue était plus cruelle. Il n'avait pas eu le courage. L'enfant attendait, les yeux brillants d'un mélange d'attente et de blessure. La mère posa doucement une main sur son épaule, mais ne détourna pas son fils de cette confrontation. C'était leur moment, à eux deux, et elle le savait. Enfin, d'une voix rauque, presque éteinte, il souffla « Je n'ai pas su, je n'ai pas eu la force ». Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. L'enfant recula légèrement, son carnet serré contre lui comme un bouclier. Dans ses yeux, un voile s'abaissa, celui d'une déception trop grande pour son âge. Le milliardaire tendit la main, mais l'enfant ne bougea pas. Et dans ce silence, il comprit que la reconnaissance tardive ne suffisait pas. Le lien qu'il voulait tisser devait se construire dans la douleur, dans la patience, et peut-être jamais dans l'oubli. Il tenta, dans les jours qui suivirent, d'approcher l'enfant. Chaque geste se voulait discret, chaque parole mesurée. Il lui proposa un livre trouvé dans la bibliothèque, un ballon resté dans un coffre du grenier, une promenade dans les jardins. Mais l'enfant méfiant acceptait à peine. Il se contentait de hocher la tête ou de détourner le regard, préférant rester près de sa mère. Le milliardaire ressentait alors une brûlure étrange, celle de tendre les mains et de n'attraper que le vide. Chaque refus, chaque silence était une condamnation muette. Plus il insistait doucement, plus la distance s'accentuait. Un jour, en croisant son fils dans le couloir, il osa poser une main légère sur son épaule. L'enfant se raidit et se dégagea aussitôt, sans un mot, avant de disparaître derrière une porte. Ce geste bref, presque instinctif, eut l'effet d'une gifle. Le milliardaire resta immobile, figé par une douleur qu'il n'avait pas connue, même dans ses défaites professionnelles. C'était le rejet pur, limpide, impossible à nier. Pendant ce temps, à l'extérieur, les rumeurs enflaient. La gouvernante, autrefois invisible aux yeux du monde mondain, devenait le sujet de conversations venimeuses. On chuchotait qu'elle exerçait une influence indue, qu'elle cherchait à s'imposer dans l'héritage. Certains actionnaires, inquiets pour leurs intérêts, s'agitaient déjà, redoutant que ce fils ignoré puisse un jour revendiquer une part du pouvoir. Des murmures commencèrent à circuler. Une femme déplacée et un enfant illégitime. Les mots, écrits dans des lettres anonymes, arrivaient jusqu'aux oreilles du milliardaire. Il en découvrit une sur son bureau, glissée parmi ses dossiers. Elle ne portait pas de signature, mais son contenu glaça son sang. Si vous ne maîtrisez pas cette situation, d'autres s'en chargeront. Il sut alors que le scandale menaçait d'exploser. Son entourage, ses soi-disant alliés, complotaient déjà pour discréditer la femme et l'enfant. Les coups bas n'étaient plus une possibilité, mais une certitude. Et comme pour confirmer ses craintes, un matin, le majordome entra dans son bureau, l'air troublé, une enveloppe à la main. Sans un mot, il la lui tendit. À l'intérieur, une coupure de presse circulait déjà, un article anonyme, insinuant qu'un enfant caché vivait dans le manoir, que le milliardaire lui-même n'était pas le maître de son héritage. Ses mains tremblèrent en tenant le papier. La presse avait mis le doigt sur la vérité, ou du moins sur une partie d'elle. L'étau se resserrait. Il leva les yeux vers la fenêtre, sentant que l'orage approchait. Et au fond de lui, il comprit. Il n'avait plus le luxe du silence. La nouvelle fit l'effet d'une déflagration. Dans les salons de la haute société, au conseil d'administration de ces entreprises, jusque dans les colonnes des journaux, le bruit courait déjà.
l'héritier du manoir n'était pas seul. Une femme vivait là, avec un enfant dont la ressemblance troublante faisait naître les plus sombres soupçons. Les mots « scandale » et « héritage » se répétaient gonflés à chaque bouche qui les prononçait. Au manoir, l'atmosphère se tendit davantage. Les domestiques, autrefois soumis à un silence feutré, échangeaient des regards inquiets. Certains semblaient craindre pour leur place, d'autres observaient la gouvernante avec une compassion discrète. Mais l'ensemble vibrait d'un malaise impossible à ignorer. Lui, le milliardaire, se sentait cerné dans sa propre demeure, comme un roi assiégé. Les actionnaires, convoqués en urgence, firent pression. Réunis autour d'une table massive, ils parlaient chiffres et réputation, mais derrière leur vocabulaire mesuré se cachait une exigence claire. Pas de scandale. Vous devez agir, monsieur. Votre nom ne peut être entaché par cette situation. Les regards se faisaient lourds, les mots glacés. Il comprit que pour eux, la solution était simple. Effacer la femme, éloigner l'enfant, acheter le silence si nécessaire. Pendant ce temps, des menaces plus directes s'abattaient sur la gouvernante. Des lettres anonymes glissaient sous sa porte, des paroles venimeuses lâchées dans les couloirs. « Tu n'as pas ta place ici. Audrey part avant qu'il ne soit trop tard. » Elle restait droite, sans jamais répondre, mais ses yeux brillaient d'une fatigue contenue. L'enfant, lui, percevait tout. Il se réfugiait de plus en plus auprès de sa mère, serrant sa main dans les couloirs, observant avec méfiance chaque visage étranger. Le milliardaire assistait impuissant à cette escalade. Plus il voulait protéger, plus la tempête grondait. Les voix extérieures exigeaient une décision. Le manoir, jadis symbole de pouvoir et de grandeur, devenait une prison où chaque pièce résonnait de murmures hostiles. Et puis vint l'ultimatum. Lors d'un conseil de famille improvisé, un oncle au visage sévère prit la parole. « Tu dois choisir. Soit tu fais ce qu'il faut pour préserver notre nom, soit tu nous entraînes tous dans la ruine. » Les mots tombèrent comme un coup près. Un silence pesant suivit, seulement brisé par le crépitement d'un feu dans la cheminée. Il leva les yeux et croisa ceux de la gouvernante, présente malgré elle. Dans son regard, il lut à la fois la dignité et la peur. L'enfant, assis près d'elle, se recroquevillait sur sa chaise, ses doigts serrant le bois comme pour s'y accrocher. Le milliardaire sentit son souffle se couper. Cet ultimatum n'était pas une simple menace. C'était une ligne tracée au sol qu'il devrait franchir d'un côté ou de l'autre. Et il savait déjà que quel que soit son choix, rien ne serait jamais plus comme avant. Le conseil de famille s'était prolongé jusqu'à la nuit tombée. La salle, habituellement réservée aux grandes décisions de succession, avait pris des allures de tribunal. Les chandeliers diffusaient une lumière vacillante sur les visages fermés des membres assis autour de la longue table. Le milliardaire, installé en bout de rangée, sentait chaque regard peser sur lui, comme une pierre supplémentaire. Les voix, d'abord mesurées, s'étaient faites de plus en plus pressantes, et toutes convergeaient vers la même exigence. Trancher. Tu dois préserver ce que ton père a bâti, lança un cousin à l'air grave. L'Empire repose sur ton nom, pas sur une faiblesse sentimentale. Ajouta une tante, ses mains croisées comme dans une prière hypocrite. Les marchés nous observent. Insista un autre, jouant nerveusement avec sa bague en or. Il les écoutait sans répondre, la mâchoire serrée. Chaque mot était une gifle, chaque injonction un rappel de la cage dans laquelle on voulait l'enfermer. Derrière leurs arguments de respectabilité, ils devinaient la peur. Peur de perdre leurs privilèges, peur que la fortune familiale se fissure, et peur que la vérité bouleverse l'équilibre confortable de leur monde. On lui présenta un dossier épais, glacé, froid comme une condamnation. À l'intérieur, des papiers déjà rédigés, clauses de confidentialité, versements bancaires, contrats destinés à acheter le silence de la gouvernante et à effacer l'enfant de toute filiation officielle. Les mots imprimés semblaient hurler la lâcheté de ce compromis. Il les parcourut du regard, le cœur serré. C'était une solution propre, définitive. Mais en le lisant, il eut la sensation d'assister à son propre enterrement. Ses mains tremblaient. Il savait que s'il signait, tout continuerait comme avant. Les journaux seraient muselés, la famille rassurée, l'empire sauvé. Mais il savait aussi qu'en posant son nom au bas de ces pages, il scellerait la perte de ce qui restait de son humanité.
L'enfant serait réduit à un fantôme, un secret honteux, et lui à un tyran incapable d'aimer. Le silence pesa. Il leva les yeux et vit dans un coin de la pièce la gouvernante. On l'avait fait venir pour l'entente, pour l'humilier davantage. Elle ne disait rien, mais son visage parlait pour elle. Une fatigue immense, une dignité intacte et une attente douloureuse. L'enfant, lui, n'était pas là. Mais son absence criait plus fort que toutes les voix réunies. Un souvenir le traversa comme une flèche. Le regard de l'enfant, ce monsieur. Tremblant, ce cri silencieux dans la salle de réception. Son cœur battit plus vite et soudain, il sut qu'il ne pouvait plus reculer. Il repoussa le dossier avec lenteur. Les feuilles glissèrent sur la table, effleurant le bois sombre. Ses proches se penchèrent, inquiets. Il inspira profondément et sa voix, basse mais ferme, rompit enfin le silence. « Je ne signerai pas », un frisson parcourut la salle. Des exclamations indignées fusèrent, des visages se crispèrent. On tenta de le raisonner, de l'intimider. Mais il resta immobile, les mains jointes, le regard fixe. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Il venait de refuser l'armure du silence. Et même s'il ignorait encore comment affronter la tempête, il savait qu'il avait franchi un point de non-retour. La nuit qui suivit son refus fut lourde et sans repos. Le manoir, d'ordinaire plongé dans un silence presque sacré, résonnait d'un tumulte intérieur que rien ne pouvait apaiser. Il errait dans les couloirs, son pas résonnant contre les pierres, incapable de trouver la paix. Les papiers rejetés lors du conseil de famille revenaient sans cesse dans son esprit, comme une ombre persistante. Mais plus encore, c'était son propre cœur qui se débattait entre le poids des siècles d'héritage et la vérité d'un fils de chair et de sang. Il trouva la gouvernante dans la salle basse, un espace modeste où elle passait souvent ses soirées. Elle cousait en silence, une lampe à huile éclairant ses traits fatigués. Ses doigts, agiles, allaient et venaient avec régularité, comme pour donner un rythme au silence. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux, mais son expression resta froide. « Alors », dit-elle, sa voix mesurée mais chargée de reproches. « Tu as encore choisi leur monde plutôt que le nôtre ?» Il secoua la tête, s'approchant lentement. « Non, j'ai refusé. Mais ce refus ne suffit pas. Ils veulent ton silence, ton départ. Et toi, tu veux ma vérité ?» Elle reposa l'aiguille, croisa les bras. Ses yeux sombres étincelaient d'une colère maîtrisée. « Ce n'est pas ton argent que je veux. Ce n'est pas ton nom non plus. C'est une place pour lui. Une vraie place, pas dans l'ombre, pas dans la honte. Mon fils mérite mieux que ton hésitation éternelle. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une gifle. Il comprit que sa lutte n'était pas contre ses actionnaires, ni même contre le souvenir de son père, mais contre sa propre lâcheté. La femme en face de lui ne réclamait ni pardon ni fortune. Elle exigeait justice pour leur enfant. Il voulut parler, s'excuser encore, mais elle l'interrompit d'un geste sec. « Tu as fui une fois. Si tu fuis encore, je ne te laisserai jamais l'approcher. Pas un mot, pas un regard. Il grandira loin de toi, et ce sera ton fardeau à porter. » L'enfant apparut alors sur le seuil, attiré par le ton ferme de sa mère. Il s'approcha, ses yeux brillants d'une curiosité inquiète. Il les observa en silence, comme s'il sentait que quelque chose d'important se jouait. Ses mains serraient un petit jouet usé qu'il tordait nerveusement. Le milliardaire sentit son cœur se serrer. Il regarda la femme, puis l'enfant. Un poids immense s'abattit sur lui, mais cette fois, il ne voulut pas reculer. Il inspira profondément et déclara « Alors je parlerai, devant eux tous, devant la presse, devant la famille, devant le monde entier s'il le faut. Je ne cacherai plus rien. » Un silence suivi, épais, presque irréel. La gouvernante cligna des yeux, surprise. L'enfant, sans comprendre tout à fait, entr'ouvrit la bouche comme pour sourire, mais resta figé. Elle enfin reprit d'une voix basse, elle teintait d'émotion. « Ne fais pas cette promesse si tu n'as pas la force de la tenir. » Il s'avança d'un pas, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Je n'ai plus le choix. C'est ma dernière chance d'être un père. » Et dans ce moment suspendu, il sut qu'il venait de sceller son destin, celui d'un homme prêt à risquer son empire pour la vérité. Il chercha refuge dans la chapelle du manoir, ce petit sanctuaire de pierre niché au fond du parc, oublié de presque tous. La porte grinça lorsqu'il la poussa, libérant une odeur de cire froide et de bois ancien. Les vitraux,
ternie par le temps, laissait passer une lumière diffuse qui enveloppait l'espace d'une clarté tremblante. L'air y était lourd de silence, comme si chaque mur avait absorbé des siècles de prières, de larmes et de secrets. Il s'avança lentement jusqu'à l'autel, ses pas résonnant dans l'espace vide. Là, il s'assit sur un banc, le dos voûté, les coudes posés sur ses genoux. Ses mains, habituées à signer des contrats et à tenir les rênes d'un empire, tremblaient comme celles d'un homme au bord du gouffre. Pour la première fois depuis des années, il se sentit nu, débarrassé de ses titres et de son pouvoir. Il n'était plus qu'un fils écrasé par l'ombre d'un père autoritaire, un homme brisé par ses propres choix et un père tardif qui n'avait pas su protéger son enfant. Il leva les yeux vers la grande croix qui dominait l'autel. Le bois, fissuré par le temps, semblait porter le poids de toutes les fautes accumulées. Un murmure lui échappa, presque inaudible, comme une confession. « Pardonne-moi ». Sa voix résonna faiblement dans la nef, et il eut honte de la fragilité qu'elle révélait. Mais en même temps, il ressentit un soulagement. Pour la première fois, il osait admettre sa faute, non pas devant un conseil ou un tribunal, mais devant lui-même. Ses pensées se bousculèrent. Il revit son père, droit et froid, lui répétant sans cesse que l'honneur de la famille passait avant tout. Il entendit encore les phrases sèches qui avaient guidé son destin. « Ne t'attache pas, ne faiblis pas. Un héritier ne s'appartient jamais. » Ces mots, il les avait suivis comme des commandements. Et aujourd'hui, ils lui apparaissaient comme des chaînes. Il comprit que toute sa vie avait été dictée par la peur de décevoir cet homme disparu, au point de sacrifier l'amour véritable. Ses yeux se remplirent de larmes. Il ne pleurait pas souvent. Ses larmes, rares, brûlantes, glissèrent sur ses joues en silence. Elles portaient des années de fierté étouffée, de regrets accumulés, de douleurs jamais avouées. Dans ce moment de solitude, il accepta enfin de les laisser couler. Il resta ainsi longtemps, le visage enfoui dans ses mains, jusqu'à ce que son souffle se calme. Lorsqu'il releva la tête, la lumière des vitraux avait changé. Elle baignait l'autel d'un éclat plus doux, comme une promesse ténue. Il sentit une détermination nouvelle naître en lui, fragile mais réelle. Il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait choisir le chemin devant lui. Il se leva, essuya ses joues et posa une main sur le bois de l'autel comme pour y sceller un serment silencieux. Puis il quitta la chapelle, son pas plus ferme qu'à l'arrivée. La nuit l'attendait, avec ses épreuves, mais il savait désormais qu'il ne reculerait plus. Le temps de fuir était terminé. Il errait encore dans les couloirs du manoir lorsque, tard dans la nuit, il s'arrêta devant une fenêtre donnant sur les jardins endormis. La lune dessinait des ombres longues sur l'herbe humide, et le silence était si dense qu'il avait l'impression d'entendre battre son propre cœur. Il resta immobile, les mains appuyées contre le rebord de pierre, quand un bruit discret derrière lui le fit se retourner. Elle était là, la gouvernante. Elle portait une simple robe sombre et tenait une bougie dont la flamme vacillante éclairait ses traits fatigués. Elle sembla hésiter puis s'avança, posant le chandelier sur une commode voisine. Entre eux, un silence épais s'installa, plus lourd que 1000 mots. Ses yeux cherchèrent les siens, sans colère éclatante, mais avec une lassitude profonde, comme si elle portait encore tout le poids des années perdues. « Je t'ai surpris », dit-il d'une voix basse, rauque. « Je ne dors pas non plus. » Elle esquissa un sourire sans joie. Comment dormir dans une maison qui ne cesse de rappeler ce qui a été brisé? Ces mots lui transpercèrent la poitrine. Il voulut s'approcher, tendre une main, mais il resta figé, prisonnier de sa honte. Elle, au contraire, soutint son regard. Son visage était calme, mais dans ses yeux brûlait une vérité douloureuse. « Je ne sais pas si tu comprends, » reprit-elle doucement. « Pendant des années, j'ai attendu. Un signe, une lettre, un regret. Rien n'est venu. Alors j'ai appris à vivre sans toi, à l'aimer seul, à porter son avenir seul. Et aujourd'hui, te revoir, c'est comme rouvrir une plaie que j'avais fini par fermer. Chaque syllabe résonnait dans le silence comme un coup de marteau. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir plus longtemps ce reproche. Pourtant, au fond de lui, quelque chose se brisait, une carapace forgée par l'orgueil et les illusions. « Je t'aimais », souffla-t-il enfin, presque comme une confession. « Et je t'aime encore. » Elle ferma les yeux une seconde, secoua la tête. « Tu aimais l'homme que tu étais avec moi, mais celui que tu es devenu.
Je ne sais pas si je peux l'aimer. Il sentit un vide immense s'ouvrir en lui. Elle ne criait pas, ne rejetait pas brutalement. Elle disait simplement la vérité, nue, implacable. Ce constat lui fit plus mal que n'importe quel affront. Ils restèrent ainsi, face à face, baignés par la lueur fragile de la bougie. Puis elle reprit la parole, d'une voix à peine audible. « Si tu veux prouver que tu es encore cet homme que j'ai aimé, il ne suffit pas de paroles. Il faudra un geste irréversible. » Il la fixa, bouleversé, le souffle court. Dans ses yeux brillait une lueur d'espérance fragile, mais aussi de défi. Elle le mettait face à lui-même, face à son destin. Il hocha lentement la tête. « Alors attends-moi, demain je ferai ce geste. Pas pour mon nom, pas pour mon empire. Pour toi, pour lui, pour nous. » Un long silence suivit. Elle détourna les yeux, reprit la bougie et s'éloigna sans un mot de plus. Il resta seul, dans le couloir, plongé dans la pénombre. Mais une certitude l'emplissait désormais. Le lendemain, il devrait prouver, non seulement à elle, mais aussi à lui-même, qu'il avait encore la force d'aimer et de réparer. La grande salle du manoir avait été préparée comme pour une cérémonie d'État. Les murs tapissés de boiseries sombres brillaient sous l'éclat des lustres de cristal. Des dizaines de chaises avaient été alignées. Les journalistes installés avec leurs carnets et leurs caméras, les actionnaires serrés dans leurs costumes impeccables, les membres de la famille, éparpillés avec une inquiétude palpable. Tout le monde attendait le milliardaire. Cet homme dont la parole pouvait encore, pensait-il, y sauver ou détruire un empire. Il entra enfin seul, vêtu d'un simple costume sombre, sans la cravate triomphale qu'on lui connaissait. Son pas résonna dans le silence et chaque regard se tourna vers lui. On s'attendait à une défense, à un démenti, à une mise au point froide et calculée. Mais son visage, grave, portait une vérité plus profonde. Il n'était plus le même. Il s'arrêta devant le pupitre, observa un instant la foule, inspira longuement. Dans son esprit, les visages se superposaient, son père, autoritaire, qui exigeait la perfection, les portraits des ancêtres accrochés dans la galerie, mais surtout le regard de l'enfant, ce mélange de curiosité et de blessure qui ne cessait de le hanter. Ce fut à ce regard qu'il s'adressa, bien plus qu'aux caméras ou aux actionnaires. « J'ai construit un empire », dit-il d'une voix ferme qui résonna dans la salle. « J'ai bâti des murs, des ponts, des contrats. J'ai accumulé de l'or et des victoires. Mais aujourd'hui, je dois avouer une chose. Tout cela n'a pas de valeur si l'on trahit ceux que l'on aime. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains échangèrent des regards inquiets. D'autres griffonnèrent frénétiquement sur leurs carnets. Lui continua sans trembler. « Pendant des années, j'ai fui une vérité que mon père a voulu étouffer, que j'ai moi-même laissé sombrer par lâcheté. Mais cette vérité vit ici, dans cette maison. C'est un enfant. Mon fils. » Un silence brutal s'abattit. Les flashs crépitèrent, les journalistes se penchèrent. Dans le fond de la salle, la gouvernante se raidit, ses mains serrées l'une contre l'autre. L'enfant, assis à ses côtés, ouvrit de grands yeux. « Oui, reprit-il, je le dis devant vous tous. J'ai un fils, et il n'est pas né de mes contrats, ni de mes victoires, mais de l'amour que j'ai un jour abandonné et que je dois réparer. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua, le regard fixé sur l'assemblée. « Vous pouvez me juger, retirer vos soutiens, détruire mes entreprises si vous le souhaitez. Mais je ne signerai pas un seul papier qui efface mon sang, ma chair, ma vérité. » Un tumulte éclata aussitôt. Des actionnaires se levèrent furieux. Certains criaient à la folie, d'autres murmuraient qu'ils venaient de condamner l'Empire. Les journalistes, eux, posaient déjà des questions, leur voix couvrant le silence de ceux qui n'osaient rien dire. Mais au milieu de ce chaos, il restait droit, son regard tourné vers l'enfant. Celui-ci ne bougeait pas, comme figé. Ses petites mains serraient les accoudoirs de sa chaise, son souffle était court. Le milliardaire aurait voulu s'avancer vers lui, mais il resta immobile, attendant une réaction. La salle, pleine de vacarme, devint soudain comme étouffante. Car malgré sa déclaration, malgré le courage de ses mots, tout dépendait désormais d'un seul être, ce fils qu'il venait de reconnaître devant le monde entier. Et l'enfant, silencieux, ne fit rien. Pas un geste, pas un mot. Son visage restait impassible, ses yeux fixés sur lui avec une intensité glacée.
Le milliardaire sentit son cœur s'effondrer, car au fond, il savait, il avait prononcé les mots les plus difficiles de sa vie, mais le verdict ne lui appartenait plus. Le tumulte de la salle semblait ne jamais devoir s'apaiser. Les journalistes criaient leurs questions, les actionnaires s'indignaient. Les murmures de la famille se transformaient en vagues de colère contenue. Mais au milieu de ce chaos, une silhouette fragile se leva, l'enfant. Sa petite chaise grinça en raclant le sol, et ce bruit simple coupa net une partie du vacarme. Il avança, pas après pas, dans l'allée centrale. Son visage était sérieux, tendu comme celui d'un adulte, mais ses gestes trahissaient l'émotion d'un garçon qui portait un fardeau trop grand pour lui. Ses yeux, si semblables à ceux du milliardaire, brillaient d'une lueur incertaine. Chaque pas résonnait comme une note suspendue. Toute la salle suivait son avancée, fascinée. Le milliardaire, debout derrière le pupitre, sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblaient, mais il ne bougea pas. Il laissa venir l'enfant, incapable de rompre ce moment. C'était à lui de décider, à lui seul. Arrivé face à son père, l'enfant leva les yeux. Un silence écrasant s'abattit. On aurait entendu tomber une épingle. Le milliardaire, les larmes aux yeux, tendit lentement la main, paume ouverte, geste de paix et de reconnaissance. Les secondes s'étirèrent comme une éternité. Enfin, l'enfant posa sa petite main dans la sienne. Un geste simple, mais d'une solennité bouleversante. Cependant, ce n'était pas la chaleur d'une étreinte, mais la fermeté d'une poignée. Le garçon serra la main de son père avec une gravité qui dépassait son âge. Son regard restait froid, presque distant, comme s'il disait « Je t'entends, mais je ne te pardonne pas encore ». Le milliardaire comprit aussitôt. Ce n'était pas un pardon, mais une trêve. Derrière eux, la gouvernante s'était levée. Ses yeux brillaient d'une dignité lumineuse. Elle n'avait pas eu besoin de parler. Sa seule présence donnait à la scène une force indiscutable. Elle était la preuve vivante que l'amour et la vérité avaient survécu à l'humiliation et au silence. Mais l'assemblée, elle, bouillonnait. Plusieurs actionnaires quittaient déjà la salle, furieux. Leurs voix claquaient comme des coups de fouet. « C'est une folie. Il détruit tout. Nous ne pouvons pas cautionner cela. » Les journalistes, au contraire, s'avançaient avec frénésie, leurs caméras captant chaque seconde de cette révélation. Le scandale éclatait au grand jour. Le milliardaire serra un peu plus la main de son fils, comme pour lui dire qu'il n'avait plus peur. Mais dans le tumulte, il entendit une vérité brutale. Ses alliés de toujours se détournaient de lui. L'empire qu'il avait construit avec tant d'efforts commençait à s'effriter, pierre par pierre. Et pourtant, il ne recula pas. Car dans ce chaos, il tenait enfin quelque chose de plus précieux que ses entreprises. La main de son fils, la dignité retrouvée de la femme qu'il avait aimée, et une vérité qu'aucun contrat ne pourrait effacer. La salle vibrait encore de cris et de protestations. Mais pour lui, tout semblait suspendu à ce geste. La poignée de main glacée mais réelle, premier pont fragile entre un père et son fils. Et tandis que les portes claquaient derrière les actionnaires en colère, il sut qu'il venait de perdre une partie de son monde, pour enfin espérer en construire un autre. Lorsque la salle se vida peu à peu, le tumulte laissa place à un silence étrange, presque solennel. Les journalistes avaient emporté leurs caméras, les actionnaires leurs menaces, la famille ses regards de reproche. Il ne restait plus que l'écho de pas pressés et l'odeur de cire chaude laissée par les projecteurs. Le milliardaire, immobile, observait la grande pièce désertée. Les lustres continuaient à briller comme si rien ne s'était passé, mais il savait que tout avait changé. Il s'approcha lentement de la gouvernante et de l'enfant, resté à l'écart. Elle tenait son fils par la main, droite, fière, mais ses yeux trahissaient une émotion contenue. Lui, encore bouleversé, fixait son père avec cette intensité qui ne laissait aucune échappatoire. Le milliardaire s'agenouilla devant lui. C'était un geste inédit, presque inconcevable pour l'homme qu'il avait toujours été. « Je ne peux pas te rendre les années perdues, » dit-il d'une voix basse, « mais je peux t'offrir les années à venir. Si tu veux bien de moi, » l'enfant resta silencieux. Ses doigts serrèrent ceux de sa mère, cherchant un appui. Elle, sans un mot, l'encouragea d'un léger mouvement de tête. Alors, le garçon tendit timidement sa main, non plus dans la froideur d'une poignée, mais dans un geste plus fragile, plus incertain. Le milliardaire la saisit avec une délicatesse inhabituelle. Ce contact léger
fit couler en lui une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au même moment, il comprit que son empire ne serait plus jamais le même. Déjà, les nouvelles circulaient. Les actionnaires se retiraient, des contrats allaient être rompus, des entreprises vendues. L'édifice qu'il avait bâti avec tant de rigueur s'effritait. Mais paradoxalement, il ne ressentait pas la panique qu'il aurait imaginée. La perte matérielle lui semblait secondaire face aux gains fragiles mais essentiels qu'il venait d'obtenir. Un fils, une vérité, une possibilité de rédemption. Les jours suivants confirmèrent cette intuition. Des articles paraissaient, oscillant entre scandale et admiration. Certains dénonçaient son geste comme une folie, d'autres y voyaient un acte de courage rare. Les marchés tremblaient, mais dans le manoir, une autre vie commençait. La gouvernante reprenait ses tâches, mais désormais, chaque regard entre eux portait une reconnaissance muette. Le garçon, encore distant, acceptait parfois de marcher auprès de son père dans les jardins, en silence, comme pour tester ce lien naissant. Le milliardaire apprit à perdre pour mieux gagner. Il ne possédait plus l'assurance des conseils d'administration, mais il retrouvait peu à peu une humanité oubliée. Ses soirées ne se terminaient plus dans le vide d'une chambre froide, mais dans la présence d'un enfant qui, malgré ses réticences, laissait parfois échapper un rire. Ce rire, plus que tout, devenait sa victoire. Ainsi, le manoir, autrefois symbole de solitude et de pouvoir, devint peu à peu le théâtre d'une reconstruction. Les murs, chargés d'histoire, accueillaient enfin une vérité longtemps niée. Le milliardaire avait perdu une partie de son monde, mais il avait trouvé le seul héritage qui comptait vraiment, un fils à aimer et une dignité à préserver. Le manoir s'éveillait doucement sous un matin clair. La rosée scintillait encore sur les pelouses et l'air portait une fraîcheur nouvelle, presque vivifiante. Dans le jardin, l'enfant courait entre les haies, son rire éclatant brisant enfin le silence qui pesait depuis tant d'années sur la demeure. Chaque éclat de voix semblait ouvrir une fenêtre dans le cœur du milliardaire, comme si ce manoir, figé par des générations de secrets, retrouvait une âme vivante. Il l'observait depuis la terrasse, une tasse de café fumant entre les mains. Ses épaules, jadis crispées sous le poids du pouvoir, paraissaient plus légères. Les journaux continuaient de parler de lui, parfois en louant son courage, parfois en prédisant sa ruine. Mais rien de tout cela ne comptait dans ce moment suspendu. Ce qu'il voyait, c'était un fils qui riait, une présence qu'il croyait perdue à jamais. La gouvernante s'approcha, portant un panier de linge qu'elle posa sur une chaise. Elle leva les yeux vers lui et leurs regards se croisèrent. Pas de promesses flamboyantes, pas de mots grandiloquents, seulement une reconnaissance silencieuse. Elle n'avait pas oublié les blessures, mais elle voyait l'effort, la transformation. Et lui, pour la première fois, n'attendait pas de pardon immédiat. Il acceptait de reconstruire pas à pas. L'enfant revint en courant tenant une fleur cueillie au hasard. Il la tendit à sa mère, puis, après un instant d'hésitation, à son père. Ce geste, si simple, fit battre le cœur de l'homme plus fort que toutes ses victoires passées. Il prit la fleur avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Le soleil monta plus haut, éclairant la façade du manoir. Les pierres anciennes reflétaient une lumière douce, débarrassée de leur austérité. Le passé restait présent, avec ses cicatrices et ses regrets, mais il n'écrasait plus l'avenir. Dans ce calme retrouvé, le milliardaire comprit que sa vie n'était pas un conte de fées. Elle ne le serait jamais, mais c'était un nouveau départ, fragile, authentique. Et dans ce rire d'enfant qui emplissait le jardin, il trouva enfin ce qu'aucune fortune n'avait su lui donner, la promesse discrète d'une seconde chance.